Bonjour à tous, je suis Luciana Radiugaghi, je suis vice-présidente en charge des partenariats stratégiques globaux de l'université CY Cergy Paris Université et j'ai le grand honneur d'ouvrir cette table ronde aujourd'hui. Aujourd'hui est un jour spécial parce qu'en France, toutes les universités se sont mobilisées pour ce qu'on appelle Iran Université Solidaire. C'est un mouvement auquel CY Cergy Paris Université s'est naturellement associé. J'aimerais commencer par remercier tout simplement les initiatrices de ce mouvement national dans différentes universités françaises, Justine Landau, Marie-Françoise Lemonnier-Delpy, Catherine Milkovitch-Rioux, Isabelle Barberis et aussi Aïda Tavakoli, qui est une doctorante de CY. C'est bien de nommer toutes ces personnes grâce auxquelles ce mouvement de solidarité existe. Mais je veux aussi remercier tous ceux qui se sont mobilisés au niveau local, chez nous, dans notre université, avant tout le cabinet du président et la directrice du cabinet, Isabelle Chernesser, qui a tout fait pour mobiliser étudiants et communauté académique. L'équipe de la direction de la communication, Sandra Demoulin et Tony Martini, merci beaucoup d'être là et de vous occuper de l'intendance de cette table ronde. Mais surtout un grand merci aux intervenants qui sont Fahimeh Robiol et Assal Bagheri, intervenantes de notre université, et Adel Tayebi, qui est étudiant en master dans notre université. Ce sera une table ronde bilingue. Adel Tayebi est étudiant dans un master international de CY. Et puis, bien sûr, il faut que je remercie les animateurs de cette table ronde. Ce sont deux étudiants en journalisme. Ils sont en première année de master journalisme, Iliana Amiti et Mathieu Men. Merci beaucoup de vous être portés volontaires. C'est une tâche un peu compliquée, n'est-ce pas? Je pense que c'est la première fois que vous animez ce type d'événement. Et merci à Axel Boursier, le directeur du master journalisme de CY, d'avoir pu mobiliser tes étudiants. Merci Axel. Bien, comme je disais, 13 décembre, ça a été la journée choisie pour cette mobilisation universitaire en France. Tout au long de la journée, sur les campus des universités, il y a des événements, soit en ligne comme celui-ci, soit en présentiel. Les étudiants de CY, motivés par Yacine Benyetou, qui est notre VP étudiant, eh bien, ces étudiants, tout au long de la journée, vont créer une fresque qui est commencée aujourd'hui, mais qui va être finie plus tard, pour justement manifester aussi la solidarité des étudiants de l'université. À 18h à Paris, place de l'Odéon, il y aura une marche en lumière qui va donc partir à place de l'Odéon, qui va cheminer dans Paris, qui va se terminer par un débat, des prises de parole, des témoignages. Et il faut aussi que nous voyions cette journée, 13 décembre, comme le début d'une action un peu plus ample, parce que nous sommes capables, tout simplement, et les organisatrices, les initiatrices de ce mouvement que j'ai cité en tout début de propos, ont imaginé cette idée que je trouve extrêmement sensible et pertinente: écrire votre lettre à l'Iran. Étudiants, personnel des universités, nous sommes tous invités à imaginer une lettre que nous pourrions faire aux étudiants, aux académiques en Iran, aux citoyens iraniens qui aujourd'hui luttent, luttent pour voilà, la liberté. Et nous apprenons ce qui se passe dans ce pays, nous sommes sensibles à ce qui se passe dans ce pays, et nous nous informons sur les médias, parce que c'est comme ça que il est le plus facile, et en même temps, comme Adèle nous le dira tout à l'heure, peut-être le plus complexe. Et c'est pour cela que nous avons choisi comme sujet de cette table ronde la liberté d'expression et la mobilisation en ligne. J'espère que ce débat vous intéressera, j'espère qu'il va susciter des idées,
d'autres idées sur comment nous, étudiants et enseignants, chercheurs français, pourrions nous mobiliser à l'avenir à partir de maintenant pour l'Iran. Eh bien, Iliana et Mathieu, je vous laisse la parole. Merci à tous. Merci, Luciana. On va commencer par discuter avec Madame Robiol, comme vous l'avez dit en introduction. Bonjour, Madame Robiol. Bonjour, Mathieu. Je vais Et commencer bonjour à tous. Je vais commencer par une petite présentation. Aujourd'hui, vous êtes vice-présidente du Club France-Afghanistan et chargée de cours à l'ESSEC, aux universités de Kaboul et de Téhéran, où vous enseignez la négociation, la gestion de conflits et le leadership. Vous avez construit en Iran des séminaires en persan pour des décideurs et des élèves de l'université de Téhéran et en Afghanistan à l'université de Kaboul pour le Master 2 de Gender and Women Studies. Depuis 2009, vous organisez des programmes de renforcement de capacités pour les femmes leaders afghanes afin qu'elles prennent davantage part dans la gouvernance. Et depuis le retour au pouvoir des talibans en août 2021, vous vous êtes consacré à aider l'évacuation de ces femmes devenues vulnérables. Et enfin, depuis l'assassinat de Mahsa Amini, vous êtes devenue ouvertement une activiste qui dénonce ce qui se passe en Iran. Donc, je vais vous céder la parole pour que vous nous expliquiez peut-être le rôle de la jeunesse dans cette révolution et aussi également ce qu'attendent les Iraniens des communautés internationales. Merci. D'abord, je vous remercie de m'avoir invité. Je voudrais ajouter que également, j'enseigne à l'université de Cergy, non seulement à Pontoise, mais à Gennevilliers depuis des années. Et je suis ravie d'avoir cette contribution-là. Alors, je voudrais quand même donner très rapidement la jeunesse de tout ce que les Iraniens ont fait pour avoir ce qu'on peut dire le droit. Donc, ceci a commencé notamment pour les femmes qui ont joué un rôle très important dans le mouvement constitutionnel iranien en 1905 et 1911. Et puis, ceci a été consolidé par Reza Shah en 1925 à 1941, au même titre qu'Atatürk en Turquie. Et ainsi, les femmes ont entré dans l'enseignement public et l'emploi. Et puis, aussi bien Atatürk que Reza Shah, ils ont interdit le port de voile dans les lieux publics. Son fils, Mohammad Reza Shah, a poursuivi ces réformes-là, dont l'amélioration des droits des femmes, qui étaient les femmes ont pu voter à partir de 1963. Et une autre loi qui est extrêmement importante, c'était la loi de protection de la famille en 67, qui limitait le droit unilatéral des hommes au divorce et à la polygamie. Toutes ces réformes-là ont gêné extrêmement la puissance clergée chiite, qui était mécontente de voir qu'on est en train d'enlever la plupart de leur pouvoir traditionnel, aussi bien dans le domaine d'éducation et que dans le domaine de loi familiale, et surtout leur pouvoir dans les milieux ruraux qui se trouvaient diminués. Finalement, on peut dire que l'ultime évolution de la condition de femme ont eu lieu à la règne de Mohammad Reza Shah. Le bilan après est néfaste avec la contestation et la révolution iranienne en 1978, où les femmes ont joué un rôle extrêmement important pour renverser le Shah. 2 mois après la révolution, en mars 1979, où les femmes étaient en train de préparer le 8 mars, la journée mondiale des femmes, il y a l'annonce de Khomeini, les femmes devraient se rendre au bureau avec l'hijab. Et c'est ça que 15 000 femmes spontanément sont allées dans les rues de Téhéran, ont manifesté contre ça. Depuis, il y a eu l'hijab obligatoire, il y a eu l'égalité de 2 femmes en face d'un homme en cas de besoin juridique. Il n'y a plus de possibilité qu'une femme parte en voyage sans l'autorisation de son mari, et que la moitié de l'héritage d'une femme par rapport aux hommes. Et puis, interdiction d'avortement. Et ce régime a également fait développer énormément la polygamie et puis les mariages provisoires ou temporaires.
Depuis ce temps-là, les Iraniens ont contesté tout le temps. On peut dire en 1919, en 2009, en 2016, en 2017, 2018, en 2019, où il y a eu 1500 personnes tuées dans les rues, des manifestants qui étaient tout à fait pacifiques. Alors, finalement, en 2021, la situation a empiré avec l'arrivée de Raisi en tant que président, qui était largement boycotté cette élection-là par le peuple iranien. Et la première chose qu'il a fait, c'était renforcement des pouvoirs de ce qu'on appelle la police des mœurs dans les rues de Téhéran. Plusieurs incidents ont eu lieu dans les rues. Les femmes qui contestaient ces femmes en tchador, qui les obligeaient ou qui les critiquaient, qui les interpellaient, qui les montaient dans les camions pour les emmener, pour les former sur ce qui est l'islam véritable, etc. Ce qui est extrêmement important à le dire, c'est que dans l'espace de 3 ans, à cause des problèmes économiques, 70% de la population est tombée en dessus de seuil de pauvreté. Donc, toutes ces manifestations dont je vous parle, c'était des îlots de contestation des différentes couches de l'association, de la société. Mais celui, comme vous l'avez dit, Luciana, qui a mis le faux poudre, était finalement ce qui s'est passé à Mahsa Amini, qui tout simplement venu à Téhéran pour rendre visite à sa famille et en sortant du métro a été arrêté et puis il a été tué. Ce qui est à nouveau important à dire, c'est qu'aujourd'hui, malgré qu'on essaye de restreindre ce mouvement-là, hijab n'est pas une seule revendication, même si c'est un des piliers au nom de la religion sur l'esclavage des hommes sur les femmes au nom de l'islam. Il y a 120, ça fait maintenant 80 jours que le peuple est dans la rue. Toutes les régions sont concernées, tous les secteurs, y compris les sports, les universités, tous les âges, notamment des écoliers jusqu'à 25 ans pour les plupart sont concernés. 120 villes au niveau de diaspora partout dans le monde manifestent pour montrer leur soutien au peuple iranien. Et le régime, après tous ces pratiquement 3 mois, n'arrête pas de dire et considère toujours que ces manifestants sont des émeutiers instrumentalisés par les Américains, les Israéliens, les Français, utilisant les médias des Arabes corrompus comme Arabie Saoudite. Et il considère que ces manifestants mettent en danger la sécurité même du pays. 500 Iraniens ont été tués, la plupart entre 16 à 25 ans et dans lesquels il y a 50 enfants. Et la plupart ont été à bout portant par balle. On compte aussi plus que 20 000 personnes arrêtées et plusieurs personnes, filles et garçons qui ont été violés. Le régime, depuis, a restreint l'accès à l'Internet, mais avec la génie de la jeunesse, on arrive à voir beaucoup de vidéos, beaucoup de photos et beaucoup de reportages. Et c'est ainsi que nous arrivons à mettre la pression non seulement sur le régime, mais sur les décideurs. L'Union européenne, les Américains, l'ONU. Pour la France, nous avons pu mentionner la rencontre du président Macron avec 4 femmes activistes et les résolutions de l'Assemblée nationale et du Sénat de soutien du peuple iranien et leur adhésion aux actions proposées par le Parlement européen. Nous constatons en effet une solidarité internationale qui pour le moment reste au niveau de déclaration, soutien et condamnation du régime, l'embargo de quelques personnes du régime. Mais la plupart, à travers de diaspora iranienne, attendent une forte action. De ne plus discuter avec et négocier avec l'Iran, notamment sur le nucléaire, cela fait 20 ans de discussions inutiles. Rappeler leurs ambassadeurs de Téhéran, expulser les ambassadeurs d'Iran, fermer tous les lieux déclarés,
culturels qui ne sont que des lieux de propagande et l'espionnage du régime. Reconnaître l'opposition et entamer la discussion avec les révolutionnaires. Je suis convaincue que faire tomber ce régime va faire chavirer l'islam idéologique dont Khomeini est son fondateur en 1978, qui a été cultivé amplement depuis, et que la situation des femmes a empiré depuis. Aujourd'hui, nous savons que 28 autres jeunes filles et garçons qui sont dans le rang pour la même châtiment que ces 2 exécutions annoncées par le gouvernement cette semaine de 2 jeunes de 22 et 23 ans. Il faut parler et communiquer d'urgence, de faire pression sur les États pour faire cesser toutes ces exécutions et aider le peuple iranien à renverser le régime comme cela a été proposé plus haut. Depuis 43 ans, toutes les revendications du peuple d'Iran qui ne réclament qu'une vie normale n'a pas été entendues, ni par les Européens, ni par la France, ni les Américains. Nous excusez-moi, je suis très émue. Nous souvenons de silence assourdissant de Obama en 2009. Il est largement le temps que cette fois-ci, l'Occident soit de bon côté de l'histoire. Merci. Merci, Madame Rouviol. On aura le temps d'en rediscuter à la fin de l'heure dans une discussion un petit peu générale. Je vais laisser la parole à Iliana pour parler avec Madame Bagheri. Merci. Ton micro, Iliana. Vous m'entendez? Oui, c'est bon, vas-y. Alors, moi, je vais parler de Assal Bagheri. C'est bien ça, Assal, c'est bien comme ça s'appelle? Tout à fait. Assal, qui veut dire miel, en passant. Alors, Assal Bagheri, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignante à l'unité métier du multimédia et de l'Internet de Cergy, Paris Université. Mais vous êtes aussi docteur en sémiologie et linguistique et surtout spécialiste en cinéma iranien, puisque vous êtes aussi auteurice. En ce sens, vous avez fait une thèse sur les relations hommes-femmes dans le cinéma iranien post-révolutionnaire des réalisateurs. Vous avez écrit aussi plusieurs articles publiés en français, en anglais et en persan. Et pour finir, vous avez sorti un livre récemment qui se nomme « Sentiments, amour et sexualité ». Alors, Assal Bagheri, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce rapport très singulier entre le cinéma iranien face à la République islamique et sa publication? Quelles relations entretiennent-elles? Alors, merci beaucoup, bonjour et merci beaucoup pour cette initiative. Le livre n'est pas encore sorti, il sortira bientôt et j'espère en tout cas. Alors aujourd'hui, je ne vais pas du tout vous parler du cinéma. Parce que comme en fait on avait décidé de faire vraiment en fait ces journées qu'on fait en ce moment sont vraiment liées en fait à ce qui se passe en Iran. Voilà, j'ai décidé de ne pas parler de mon sujet préféré habituel, si vous me le permettez. Et donc, je vais partager mon écran et en même temps, je vais vous dire de quoi je parle. Alors, on devrait… Vous me dites si… Vous voyez ? On voit très bien, on voit très bien. Ok, très bien, super. Donc, moi, j'ai nommé en fait mon intervention d'aujourd'hui ah oui, il ne faut pas qu'il passe, pardon. Les 1001 visages et images de femmes, vie, liberté. Et je vais en fait vous parler notamment de ce mouvement comme un mouvement féministe. Je vais expliquer un petit peu les raisons. Et puis ensuite, je vais un tout petit peu parler de l'art contestataire, de ce qui se passe en Iran, notamment au niveau de la musique et de l'art visuel plutôt. Donc, je rappelle un petit peu aussi les faits parce qu'en fait, comme on est à une table ronde spéciale, on ne peut pas directement, bien sûr, aller sur un sujet, notamment
C'est pour ça qu'on a aussi 5-6 minutes pour ça. Donc, en fait, c'était le 16 décembre 2002. C'était donc à cause de la violence insensée et l'absurdité de la mort d'une jeune femme de 22 ans, Mahsa Jina Amini, dans le coma après avoir été arrêtée pour avoir prétendument mal porté son foulard. Et ça, c'était en fait le déclencheur d'un mouvement sans précédent en Iran, alors que les autorités iraniennes affirmaient à ce moment-là que la jeune femme est décédée en raison d'un problème de santé préexistant. C'est la banalité de la violence de la police des mœurs qui a touché une corde sensible chez les femmes et chez les jeunes. D'un côté, en fait, les esprits étaient vraiment touchés par la modestie du voile d'Amini. Je vous explique pour ceux qui ne connaissent pas l'Iran, par rapport en fait aux normes plus libres de port de voile dans les milieux urbains iraniens. Et de l'autre, par la mort d'une jeune femme qui avait tout l'avenir, bien sûr, devant elle, pour juste un morceau de tissu que la République islamique d'Iran oblige les Iraniennes à porter depuis 43 ans. Donc, tout cela a mis les gens en colère et les a fait descendre dans la rue. Donc, lorsque Mahsa Jina Amini est décédée le 16 septembre 2022, des hommes et des femmes iraniens de tout horizon, milieu socio-économique, situation géographique, ça c'est assez inédit en fait, à positions sociales différentes, ont manifesté. Au moment où nous parlons aujourd'hui, en fait, selon l'ONG Iran Human Rights, c'est un rapport qui est sorti le 7 décembre, a au moins tué 428 manifestants, dont 63 enfants, et emprisonné des milliers et des milliers d'Iraniens. Selon les rapports officiels encore, 11 manifestants ont été inculpés des chefs d'accusation avec donc mort, en fait, l'issue sera mort avec la pendaison. Donc, ce sont des crimes qu'on appellerait liés à la sécurité, donc hostilité envers Dieu qu'on appelle moharebe et corruption sur terre, donc fesad fel ars, qui sont passibles, donc, comme je l'ai dit, de la peine de mort. Et vous le savez très bien, donc j'ai voulu garder en fait l'image sur Mohsen Shekari. Donc, depuis 3 jours, on a 2 pendus, des jeunes manifestants qui manifestaient en fait, on va dire, pacifiquement finalement. On sait que l'État va en fait utiliser comme d'habitude en fait la peine de mort comme un outil de répression politique pour intimider bien sûr son opposition. Et on sait que le gouvernement d'Ebrahim Raïssi continua à vouloir tuer sans relâche les gens. Néanmoins, de plus en plus de femmes enlèvent ouvertement le hijab obligatoire dans les rues des villes et villages de pays au fil des jours. À leur côté, on retrouve aussi des hommes s'opposant ainsi en fait aux forces de l'ordre au péril de leur vie parce qu'on leur tire aussi dessus à balles réelles. Alors, je vais essayer de voir pourquoi mon… les lois misogynes et la violence structurelle au corps de la République islamique d'Iran, comme a dit Fahimeh, ont fait l'objet en fait d'une première résistance de la part des féministes iraniennes en 1979 dans les affres d'une révolution populaire victorieuse qui avait à sa tête l'ayatollah Khomeini. Des milliers de femmes, mais que des femmes à ce moment-là, en fait, sont courageusement descendues dans les rues 3 semaines seulement après le retour de l'ayatollah Khomeini de Neufel-le-Château à Téhéran, où il avait déclaré bien sûr vouloir instaurer le port du voile obligatoire dans le nouvel État révolutionnaire. Depuis lors, en fait, la myriade de mouvements de femmes en Iran ont été une épine constante dans le pied de la République islamique d'Iran. En 2003, en fait, il y a eu un mouvement qui s'appelait, donc avec Shirin Ebadi à sa tête, rappelez-vous, donc cette femme qui a eu le prix Nobel de la paix, qui est aujourd'hui en exil. Donc, un mouvement de femmes s'est recréé, en fait, à la suite des mouvements qui existaient déjà en Iran.
Et ça a abouti en 2006 à une pétition géante qu'on appelait 1 million de signataires. Donc, c'était des hommes et des femmes qui allaient de porte à porte chez les gens dans les villages très lointains pour leur demander de signer une pétition pour qu'on puisse changer les lois misogynes en Iran, notamment en ce qui concerne la garde des enfants, le divorce, etc., pour les femmes. Donc, je vous donne des tournants très importants, en fait, des mouvements des femmes pour qu'on arrive à comprendre pourquoi aujourd'hui, on est toujours, en fait, lié à ce mouvement féministe qui existait depuis le début de la Révolution et même, je dirais, avant. Je saute un peu dans le temps, je viens en 2017, Vida Movahed, une jeune femme iranienne, a organisé une manifestation silencieuse et solitaire au milieu d'une foule dans la rue de la Révolution à Téhéran. Grimpant au sommet d'une boîte de distribution électrique, elle a enlevé son voile, l'a attaché à un bâton, rappelez-vous de ces images, et l'a agité en fait comme un drapeau, devenant instantanément viral sur les médias sociaux iraniens. S'inspirant de Movahed, des manifestations non coordonnées, toujours silencieuses et solitaires, ont été organisées par plusieurs jeunes femmes qui ont été arrêtées par la suite. On les a nommées les filles de la rue de la Révolution. Les protestations actuelles, cette fois-ci, sont collectives, mettant en lumière plutôt des femmes qui enlèvent leur foulard et dansent en public, ce qui est également illégal pour les femmes en Iran, tout en jetant en fait le tissu du voile dans des feux au milieu d'une ambiance très festive. Ainsi, elles manifestent sans arrêt leur joie, un acte radical pour une société marquée par une répression accrue, tout en brûlant le symbole le plus répressif d'un système d'oppression absolue. Cette manifestation de joie est également audible dans le slogan du mouvement. Les acclamations en l'honneur de Mahsa Amini vont au-delà en fait de la destruction ou des appels de mort à, en appelant ainsi en fait à un avenir fondé sur la vie. En effet, donc lors des funérailles de Mahsa Amini et des manifestations qui ont suivi dans la province natale de cette fille qui était Kurdistan, dans le nord-ouest de l'Iran, les personnes en deuil ont crié un slogan kurde pour la libération des femmes. Donc, c'est un slogan qui existait déjà pour les combattantes femmes kurdes. Femme, vie, liberté. Sa diffusion dans les médias sociaux a rapidement débordé dans les rues et le slogan est devenu une revendication nationale. Donc, ce mouvement appelle à l'avènement d'un imaginaire féministe libérateur, avec les femmes à sa tête. Il s'agit d'une lutte pour l'autonomie des femmes dans le choix de leur corps, un point finalement qui résonne aujourd'hui chez les féministes du monde entier. Ce soulèvement sans précédent dans l'histoire iranienne s'avère être aussi un tournant crucial pour les milléniaux et la génération Z partout dans le monde, en fait. C'est pour ça que ça vous parle aussi à vous, étudiants, partout dans le monde, finalement, parce que ça fait irruption dans la conscience mondiale contre le pouvoir et la domination. Le soulèvement iranien a touché vraiment une corde sensible chez les femmes et les jeunes du monde entier qui sont confrontés à l'empiétinement des cultures, de lois et de mouvements conservateurs fondés sur la suppression des droits des femmes, ce qui se passe aussi un peu partout dans le monde, regardez autour de nous, mais aussi des homosexuels ou encore des minorités. Finalement, il n'est que justice que cette révolution féministe iranienne et les jeunes générations du pays soient en première ligne dans les batailles pour l'autonomie et la souveraineté corporelle. Pendant 4 décennies, en fait, les femmes iraniennes ont fait les frais d'un des systèmes politiques les plus répressifs et oppressifs, fondés sur leur assujettissement par la police et la criminalisation quotidienne. Alors aujourd'hui, malgré le risque de mort auquel ils sont confrontés, les femmes et les jeunes, au-devant de la scène contestataire iranienne, suivis enfin par les hommes, montrent au monde entier comment se défendre comme des féministes. Le hashtag Mahsa Amini répand alors à la rhétorique d'une révolution féministe qui met l'accent sur la vie et la création plutôt que sur le désespoir, sur la liberté plutôt que sur le contrôle. Femme, vie, liberté propose une alternative radicale au pouvoir patriarcal dans le monde entier.
Les rébellions de rue aujourd'hui peuvent renverser le régime ou pas, changer les lois ou pas, mais en tout cas, une chose est sûre et certaine, avec ce mouvement, une remise en cause de structures de domination millénaire a pris forme avec une exigence primordiale, celle de pouvoir imaginer que les choses peuvent être autrement quand on a l'audace finalement de refuser de se confronter à un État existant par peur de représailles. Alors pour terminer, je vais finalement parler un tout petit peu de l'art aussi, parce que vous me l'aviez demandé. Et donc, en fait, c'est pour toutes ces raisons que je viens de dire, pourquoi ce mouvement parle, en fait, un peu partout dans le monde, qu'on voit, en fait, un travail artistique, notamment musical et visuel, extrêmement abondant depuis le début de ce mouvement. Au cours de ces 4 décennies qui ont suivi la révolution islamique de 1979, les artistes iraniens, que ce soit les cinéastes dans l'art visuel, etc., ont tous utilisé en fait des tactiques astucieuses et des modes de création artistique non conventionnels pour afficher finalement leur désobéissance, mais aussi pour pouvoir montrer l'immontrable ou dire en fait l'indicible. Ces dernières semaines, l'art de la protestation a connu un essor en Iran. Déclenché par l'histoire donc tragique de Mahsa Amini, on voit qu'au milieu en fait de toutes ces protestations, les artistes finalement ont joué un rôle important. Les artistes vraiment, quand je dis, c'est vraiment les artistes d'art visuel qui ont un pouvoir énorme et la musique. Et pas trop le cinéma. C'est pour ça que je n'en parle pas. Donc, ils vont mettre en avant les messages de cette révolution, finalement. Donc, on peut parler, bien sûr, de la chanson de Shervin Hajipour, que tout le monde doit connaître maintenant ici, Baroye, qui veut dire plutôt pour ou pour l'amour d'eux ou à cause d'eux, ça dépend comment on le traduit, qui a été enregistré dans sa chambre dès le début du mouvement et posté sur Instagram pour un nombre limité de followers et a été partagé finalement plus de 40 millions de fois sur les plateformes de médias sociaux en seulement 2 jours. C'était tiré des tweets des protestations de hashtag Baroye qui avaient commencé. Et donc, Hajipour va énoncer les doléances et les espoirs des Iraniens avec un accent final sur Femmes, vie, liberté, qui est donc le slogan principal du mouvement. Il a été arrêté après relâché, ce qui n'est pas le cas de d'autres rappeurs ou chanteurs qui sont toujours et encore arrêtés. Et puis, il y a énormément d'autres musiques. Là, je n'ai pas le temps d'en parler. Mais je vais revenir un petit peu sur l'art visuel et je vais vous montrer quelques images. Je vais passer toutes mes images que je vous avais préparées ici et j'arrive là sur, hop, voilà. En fait, l'art provenant d'Iran ou d'artistes de la diaspora, en général, possède un zèle radical ou rebelle qui est extrêmement évident finalement dans les arts visuels, mais pas évident à l'œil nu, bien sûr, il faudrait savoir le décoder. Il y a différentes, en ce moment, œuvres courageuses, en fait, aux significations multiples qui sortent de l'Iran. Certains sont anonymes, d'autres pas. Il y a un article très conséquent de Pamela Karimi dans Hyperallergique en anglais, qui a pas mal en fait retracé tous ces articles visuels que vous pouvez après aller regarder ou lire. Là, je vous ai mis en fait une affiche de Meysam Azarzad. Il l'avait partagé sur Instagram donc ça vient en fait les poèmes qu'il a écrits en haut, ça vient de livres en fait des poèmes épiques iraniens. Que là, par exemple, j'ai traduit « En voyant son visage, les Iraniens ont frotté leur propre visage au sol ».
Donc, en fait, on va aller chercher dans l'EPIC, dans l'ancien, dans ceux qui parlent à tout le monde, à toute la population iranienne, de haut vers le bas, de bas vers le haut. Et après, on va les utiliser avec les images et les visages des jeunes femmes qui ont été tuées lors des manifestations. Là, pareil, donc on a les différents visages qu'on voit. Ce sont tirés donc des images réelles. Et donc après, comme affiche, donc on peut lire pareil, donc ça vient du livre épique de Ferdowsi, la livre de roi. Quand mon père réalisera que vous m'avez tué, il se vengera. Et à droite, cette armée massive est inutile. En effet, une seule fille combattante vaut de centaines de milliers d'entre eux. Donc, toujours les poèmes épiques et puis après, ces affiches extrêmement courageuses qu'on arrive de voir. Donc, ce sont des poèmes typiques de Shahnameh qui parlent des filles combattantes, d'Orte Jangi, etc. La plupart de ces œuvres ont été donc créées par des graphistes et des illustrateurs pour des plateformes des médias sociaux. C'est là où aussi le rôle les médias sociaux, je pense que Adèle va parler un petit peu plus de ça, est important. Assal, mais il va falloir passer à Adèle. Merci beaucoup pour cette intervention riche. Je voulais juste, donc je conclus pour vous dire que donc on voit différentes images bien sûr d'Iran que je vous ai mis aussi ici, et je vais terminer avec donc Heroes of the Year, donc l'image de Time, donc là je vous poserai la question de voir est-ce que ceci est représentatif de ce qu'on a vu dans toutes les photos de la révolution iranienne actuelle. Voilà, désolée si je l'ai passé le temps. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Assal. On va passer maintenant à Adel Tayebi. Il parle anglais, du coup, moi, je vais faire la présentation en anglais. Surtout, n'hésitez pas à répondre dans le chat. Je sais qu'il y a beaucoup de participants. N'hésitez pas à poser des questions entre-temps, s'il y en a. Alors, Adel, est-ce que Adel Tayebi is here? Micro. Adele, we don't hear you. Yeah, thank you for having me. In my presentation, I will briefly discuss about the roots and what's going on in Iran. I will try to have a somehow analysis view to the movement right now. And let me share my screen and talk. Can I do a little presentation of you? Sorry, I didn't hear you. Can I do a little presentation for you? Thank you. Okay, so Adel Tayebi, you're a student in sociology with the topic of the political idea, the digital age at CY Cergy. You're also involved in various political campaigns and in a reformist party, a specialist after the Iranian Green Movement in 2009, and the banning of the political party in which he was involved. After that, he became active in the ONG. What is also very interesting with you is that you have been a director for a company of dialogue, which includes many ideas such as tolerance, acceptance, and mutual understanding, which is what our society urgently needs, especially at this time. You're also very active on networks to help inform Iranians with limited access to information and internet connections. And with you, we will talk about the intermediary of social networks and the various political accounts of Iran, but also the role of the digital in these conflicts. Thanks, Adel. Thank you for this introduction. Let me start my presentation with you.
Okay, you have my screen yet? Yes, yes, we have it. Yes. Okay. I will discuss that Mahsa Amini's death, it was just a trigger, but it wasn't reason for this movement. After Mahsa death, we can see a juncture in Iran that all social forces, groups, identities found a common ground to show their disagreement with all activities government do, to have a unity and to have their ideology entire the society. They even created artificial organization to occupy these social places, and even they want to have personal realms of society, personal private aspects of life be based on their ideological reading. And I will discuss with the sociologists in Iran, such as Dr. Farasat Khan, Nemat Fazeli, Mohammad Fazeli, Arash Darim, and Mustafa Mehrain, who described this movement not only a woman rights movement, but also it was the network of identities, network of new identities to find to have their rights and to have their claim their place in the society. They describe is not only feminism movement, but we can see the generational gap. We can see the demand for lifestyles, for the liberty, for the justice, for the student movement, all the religious and ethnical disparities, and we can see the diaspora of Iranian outside of Iran want somehow local idea for Iran, and even secular Iran. I think Dr. Farasat consider 12 identities in this movement. So if we can see that all of these demands is not a new demands. Iranian, when confronted with the Western world, with the modern world, they want to have somehow a synthesis between Shia Islam, between their national identity and national culture, and modernity. So we can see the Iranian constitutional revolution demanded this synthesis. There was a response to this synthesis. But we can see after Qajar dynasty, Pahlavi dynasty, and Islamic government, we still demand that goals, limitation to the ruler's power, establishing independent jurisdiction system and parliament. In other words, freedom, rule of law, and justice. That's demands are still out there, and this movement is the continuum of that continuous demands of that movement. After Islamic Revolution, we can see that government tried to monopolize all the information circulation. They try to restrict the lifestyle of people based on their ideology. They want somehow unity over the society. But right now we can see during the past 25 years, people wants to have their agency back. They did all the possibilities, reformist movements, all you think people try to have, but it was a dead end for them. During past decade, the high rate of inflation, a lot of economic pressures on the middle and low class individuals. Government despite all of them, government tried to have more monopoly over the power. It caused their legitimacy, the loss of their legitimacy and the trust in the government. But we can see, meanwhile, internet became somehow a public square for the people to find themselves, to talk to each other,
somehow you help them to be mobilized, to find their network and to have their voice. So during with this public sphere, we can see government still try to shut down the internet and do what they want. So the importance of internet for the Iranian people became an element of internet. In the future parts, I will talk about what's going on in the Iranian media and social media, and what's going on, how we can find the information and circulate the information to the people. If there be any question, I will answer for that. Thank you. Thank you, Adele. I think Luciana has a question for you. Yeah. Yes, thank you. Thank you all. That was very, very interesting and insightful. And we learned a lot because truly we know very little about Iran. And my question is quite general, but I think all of you can answer, including Aida Tavakoli, our PhD participating in the organization of the national movement in France. How can universities get involved better? And what is the originality of our involvement in this solidarity movement? Really, we need your ideas. Pardon, j'ai posé la question en anglais. Donc voilà, comment on pourrait être impliqué en tant qu'université dans ce mouvement davantage, de manière plus impactante? Merci à tous. If I'm allowed, I can I can start, then other fellow can complete me. I think what's important is to let people informed about what's going on in Iran. There is a lot of demands from Iranians to the people in the West to put force to their governors, to their politicians, to let Iranian government be somehow, we can call it they want somehow Iranian government do not be do what they want. They want limitations. They want the West government limit and force Iranian government to not brutally active to people. So these universities could help that force and help this information circulation. I think the most important thing is that for the university part. Peut-être Madame Robiol, Madame Tavakoli, vous voulez ajouter quelque chose? Merci, si vous permettez, mais je vais dire 2 mots aussi qui me concernent. Depuis 2009, j'ai enseigné à l'Université de Téhéran. Aux étudiants de MBA de la faculté d'ingénieurs de l'Université de Téhéran, c'est-à-dire le top des tops de top. Et j'ai pu voir moi-même, depuis 2009, cette évolution et cette frustration que ces jeunes-là voyaient comparée par rapport à ce qui se passait dans le monde là-dedans. Et ce qui était formidable, c'est qu'on avait une posture en cours pour ne pas, parce qu'on avait toujours quelqu'un de gouvernement qui était étudiant parmi nous, et qu'on faisait tout pour permettre de continuer que j'aille là-bas pour enseigner, sans mettre en danger le cours même. Et puis après, on faisait des dîners ailleurs, et là, on pouvait parler des véritables problématiques en Iran. Donc, je pourrais dire que j'ai beaucoup de chance d'avoir continuellement être dans la société iranienne jusqu'à 2019, où j'allais pendant une semaine, j'enseignais 40 heures, et je revenais, et je partais, etc. Et ça, dans le cadre d'une convention qu'on avait fait avec l'ESSEC et l'Université de Téhéran. Donc, je pourrais dire qu'on peut désormais
penser comment les universités peuvent créer des liens comme ça avec les universités en Iran qui ont été privées parce que des personnes comme moi étaient extrêmement rares. Il y avait une convention et ça a été fait par des personnes qui étaient dans le régime, qui travaillaient pour le régime, mais qui pensaient profondément à une diplomatie académique. Donc ça me paraît important. Mais je dirais ça, c'est à moyen et long terme, une fois qu'on va reprendre notre pays, parce que notre pays, depuis 43 ans, est envahi. Deuxième chose, tous les samedis et tous les dimanches, on manifeste dans les rues de Paris. Il y a des manifestations partout dans l'Europe, constamment samedi et dimanche. Aujourd'hui, si les dirigeants ont commencé à entendre la voix des Iraniens, ça vient du fait que dans nos manifestations à Paris, il y a des Français qui manifestent. Parce qu'ils ont trouvé la même inspiration, femme, vie, liberté, ça leur parle. Ce n'est pas un problème économique, ce n'est pas un problème, je dirais, politique. C'est simplement, on voudrait avoir une vie normale. Donc, lorsque les dirigeants, ils voient qu'il y a leurs propres citoyens dans ces manifestations, ou comme à Berlin, il y a eu 80 000 manifestants qui étaient des diasporas iraniens venant de partout, mais il y avait beaucoup d'Allemands dedans. C'est eux qui, de bas, peuvent impacter la politique et les décisions des décideurs. Et c'est comme ça, quand j'ai parlé de M. Macron, au départ, disait « Nous, on ne va pas intervenir dans les affaires de l'Iran et on ne va pas faire l'ingérence. » Je ferai une parenthèse sur l'ingérence. Mais après avoir vu toutes ces manifestations qui marchaient calmement, qui ne créaient aucun problème, qui ne cassaient rien du tout, qui ne demandent qu'une vie normale, et qu'il y avait des Français qui participaient, eh ben, il a changé d'avis et il a considéré que ce n'était pas un mouvement féministe, je dirais un mouvement des femmes et non pas féministe, mais c'est bien une révolution. M. Macron maintenant parle d'une révolution. Donc, c'est à travers de cette cohésion, je dirais, que les étudiants également à court terme peuvent aider pour venir avec nous, soutenez-nous pour que les décideurs considèrent, eh ben, si on ne fasse pas un écho à ce qui se passe dans les rues, eh ben, peut-être on ne va pas être élu à nouveau. Vous voyez, c'est vraiment dans ce sens-là que ça me paraît important. J'ouvre une parenthèse, je suis désolée. Oui, allez-y. J'ouvre une toute petite parenthèse. Quand on parle, on ne veut pas avoir l'ingérence dans un autre pays, n'oubliez pas que Imam Khomeini a été logé, nourri par la France à Loft-le-Château et que tous les jours, il y avait Air France qui emmenait avec votre impôt et mon impôt les cassettes audio de son discours pour enflammer l'Iran. Donc, on ne peut pas, je pense que la France aujourd'hui, il y a un rôle joué pour peut-être un tout petit peu réparer ce qui a été fait par Giscard d'Estaing. Excusez-moi, j'étais long. Pas de souci, c'est très intéressant. Il n'y a pas besoin d'être iranien, d'être une femme pour se sentir touchée par ces manifestations. Axel, vous aviez une question? Oui, merci, monsieur. Quelle a été votre réaction à la décision du Times d'attribuer le titre de femme de l'année au mouvement iranien et à la représentation justement choisie pour couvrir l'attribution de ce titre de 3 femmes, le dos tourné et dévoilé? Alors, bien entendu, j'étais ravie. Mais comme je l'ai dit, il y a eu beaucoup de mouvements de soutien. Ça en faisait un de plus. Mais en France, on a eu beaucoup d'artistes, on a eu beaucoup de journalistes, on a eu même des médecins qui ont manifesté leur solidarité. Mais aujourd'hui, en face de 28 personnes qui sont dans le couloir de la mort, ces manifestations, c'est très bien,
on remercie, mais ce n'est pas suffisant. Il faut faire quelque chose parce que toutes ces personnes-là, ce sont des personnes bien qui n'ont rien fait de mal, autre que de demander une vie normale. Aïda Tavakoli, vous souhaitez revenir sur la question précédente? Oui, merci beaucoup. Merci pour ces interventions et c'est vraiment passionnant. Donc moi, effectivement, je suis doctorante au CY et j'ai initié avec un groupe d'étudiants français le mouvement We Are Iranian Students, qui est aujourd'hui une page Instagram qui fonctionne très bien, sur laquelle on relate non seulement les contestations étudiantes en Iran, qui sont vraiment au cœur de cette révolution, parce qu'on a quand même un tiers de notre population qui est étudiante, 80% qui a moins de 35 ans, donc on a une démographie qui est très particulière, avec une jeunesse qui est extrêmement connectée, extrêmement éduquée aussi. On a le taux d'instruction le plus élevé du Moyen-Orient et de loin, et une moyenne d'instruction en Iran qui est plus haute que la moyenne haute occidentale. Donc, on a une démographie quand même très particulière qui fait qu'on a beaucoup de cerveaux qui réfléchissent et qui ont une créativité, une inventivité dans leur manière de protester qui est non seulement admirable, mais très, très inspirante aussi. Donc, c'est pour ça, le mouvement We Are Iranian Students, c'était d'abord donner une visibilité à cette créativité-là, montrer comment est-ce que les étudiants arrivent à contourner la répression extrêmement brutale, extrêmement violente qu'ils subissent, avec des descentes de gardes armés à l'intérieur des universités, des attaques vraiment physiques, à travers des performances artistiques, à travers des installations, à travers la distribution de tracts, à travers des performances de chant, de musique, dont on parlait très bien à Salle tout à l'heure, qui sont des symboles qui restent, c'est de la création de contenu. Et là, ça revient sur ce que Adèle nous expliquait tout à l'heure, c'est qu'une des armes extrêmement puissantes de cette révolution, c'est les réseaux sociaux. Et en fait, il suffit de quelques minutes et une installation qui dure quelques minutes, même si ensuite elle est démontée par les corps de la répression, l'image est capturée, la vidéo est capturée, et là, elle se propage et le message nous arrive à nous. Donc, We Are Iranian Students, c'est une petite fenêtre parmi beaucoup d'autres, parce qu'on a quand même la chance d'avoir une diaspora tellement active aujourd'hui qu'on a plein de fenêtres vers ce qui se passe en Iran. Donc, la deuxième chose de We Are Iranian Students, c'est de dire, en fait, on est tous aujourd'hui étudiants iraniens, parce qu'on fait tous partie de cette génération qui se bat dans chacun de nos pays pour plus de liberté, pour plus d'égalité, pour une intégration plus forte des minorités, pour les droits des LGBT, pour l'écologie. Et en fait, tout ça, c'est des choses qui nous inspirent tous. On parle tous la même langue quand il s'agit de construire notre avenir. Et donc, être étudiant, c'est se construire soi-même, et en même temps construire le monde dans lequel on va vivre. Et le monde dans lequel on va vivre, on va tous y vivre ensemble. On le voit aujourd'hui, nos dirigeants sont forcés de négocier avec un régime terroriste. Ils sont forcés de dialoguer avec Poutine, ils sont forcés de dialoguer avec Bachar, avec un régime de mollahs, qui ont choisi comme interlocuteur, notre génération d'étudiants. Une fois que notre génération sera au pouvoir, que parmi nous, il y aura des dirigeants, qui seront nos interlocuteurs en Iran? Est-ce qu'on a envie de négocier avec un régime de mollahs qui est là depuis plus de 40 ans et qui a pris en otage une population, ou avec les membres de notre génération qui sont là, qui se battent tous les jours et qui partagent nos valeurs, qui partagent nos principes et notre vision de l'avenir? Et c'est là où ce combat n'est pas simplement un combat solidaire, c'est un combat qui nous appartient à nous aussi, parce qu'il concerne le monde dans lequel on va tous vivre. Donc, comment est-ce qu'on contribue concrètement? Et merci d'avoir posé la question, parce que c'est vrai que non seulement l'information n'est pas donnée clairement, mais en plus, on ne sait pas quel acte concret on peut avoir. Déjà, toutes les formes de manifestations étudiantes iraniennes peuvent être une inspiration pour les manifestations étudiantes ici en France. Que ce soit des installations dans les universités, que ce soit des performances artistiques, que ce soit des démonstrations de solidarité.
les universités ont tous des cours, ont des espaces publics, ont des halls, ont des cantines, des cafétérias. Les étudiants ont le temps de fabriquer ça, de fabriquer des œuvres plastiques, des œuvres artistiques, ont le temps d'écrire des poèmes, de les lire, de les poster. La création de contenu, c'est quelque chose que les étudiants maîtrisent mieux que personne. Donc ça, c'est une première arme et ça fait écho. C'est un dialogue qui est fort parce que quand ils voient que là-bas, ils font une installation et que d'un coup, il y a la même installation qui est faite au CY à Paris ou à la Sorbonne ou aux Beaux-Arts, ils se sentent entendus, ils se sentent soutenus. Et ça donne énormément de courage et Dieu sait s'ils en ont besoin. Ensuite, il y a notre action aujourd'hui en tant que diaspora iranienne. En fait, le fait d'aller marcher, de signer des pétitions, de faire appel à nos élus, on le fait en tant que Français. Parce qu'on le fait en tant que citoyen français, on fait appel à nos représentants ici, les députés français, en tant que citoyens européens. Donc, en fait, on a tous les mêmes armes, on a les mêmes armes que vous. Donc, tout ce qu'on fait, nous, en fait, n'importe quel étudiant français pourrait le faire. Et la pression qu'on souhaite mettre sur nos dirigeants, comme le disait très bien Fahimeh tout à l'heure, elle ne marche que s'il y a une cohésion entre les membres franco-iraniens et les autres citoyens français. Si tout le peuple français, et puis du reste du monde évidemment, mais tous les peuples se soulèvent pour dire la même chose, pour dire voilà, on a besoin de sanctions ciblées contre les donneurs d'ordre de la répression. On a besoin que les ambassades soient fermées parce que les ambassades sont là diplomatiquement pour représenter les membres de la diaspora. Aujourd'hui, les membres de la diaspora ne se sentent plus représentés par le régime islamique et donc on met fin à cette légitimité-là. Et on a besoin de la qualification d'organisation terroriste pour toutes les milices armées qui travaillent pour ce gouvernement, à savoir les gardiens de la révolution, Sepah Pasdaran et les Bassidji. Ces trois mesures-là, ce sont des mesures qui sont à la portée de nos dirigeants et c'est nous, peuple, qui avons le pouvoir de faire pression. Et les étudiants ici, quel rôle ils peuvent avoir, c'est communiquer sur l'urgence de ces mesures-là et communiquer auprès d'autres citoyens français sur comment est-ce que ça fonctionne en fait, comment est-ce qu'on peut être actif en tant que citoyen. Première chose, on peut écrire des lettres ouvertes, on peut faire des pétitions, à quoi ça sert, comment est-ce qu'on les adresse à nos élus. Une fois que les élus les ont, comment est-ce que ça fonctionne? Qu'est-ce que ça veut dire proposer une résolution à l'Assemblée nationale? Une fois que la résolution est votée, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les obligations de l'exécutif? En fait, tous ces étapes-là, cet organisme-là de comment être un citoyen actif dans la vie politique, finalement, les étudiants pourraient avoir le rôle de communiquer là-dessus, d'informer les gens, de créer du contenu. Vous êtes étudiant en journalisme, écrivez, faites un article tous les mois, quelque chose d'hebdomadaire, ce sera encore mieux, des petits articles pour dire « Hey, comment est-ce qu'on fait passer une résolution à l'Assemblée nationale? Qu'est-ce qui se passe quand une résolution est passée? À quoi ça sert d'aller manifester? À quoi ça sert de signer des pétitions ?» Et en fait, la plus grande qualité des étudiants, c'est que non seulement on a le temps de réfléchir, et puis on a la capacité de le faire, on a les ressources on n'a jamais eu dans l'histoire de l'humanité un accès aussi grand à toutes les informations. Aujourd'hui, moi, je suis architecte, je suis ni politicienne, ni sociologue, ni anthropologue, ni démographe, et pourtant, j'arrive à vous sortir 18 chiffres en 5 minutes. Pourquoi? Parce qu'on a accès à ces informations-là. Donc, on est capable tous, quelle que soit notre spécialité, d'aller chercher ces infos, d'écrire des choses intelligentes. C'est notre rôle, c'est notre arme la plus puissante, c'est notre cerveau. On a le temps d'y réfléchir. Donc, informer les gens sur comment est-ce qu'ils peuvent participer, comment ils peuvent accompagner ce mouvement-là et comment est-ce qu'on peut mettre la pression sur nos dirigeants occidentaux pour que ce régime soit étouffé et fracturé de l'intérieur le plus rapidement possible. Parce que vous avez vu, en 4 jours, il y a eu 2 exécutés. Donc, on a un compte à rebours morbide qui est lancé. Donc, c'est là où l'action étudiante et de tout citoyen est absolument nécessaire et puissante. Merci. Merci beaucoup, Aïda. J'ai une petite dernière intervention avant de conclure à celle qui voudrait revenir sur la question du Times.
C'est vrai, comme j'ai beaucoup parlé, donc j'ai laissé les unes et les autres répondre. Désolée si j'étais un peu long, c'était compliqué de faire 5 minutes. Comme je l'ai su à peu près hier, avant-hier, qu'il fallait que je parle, donc c'était un peu… Donc vous m'excuserez pour le temps. Et du coup, oui, j'aimerais bien revenir en fait sur Times parce que vous êtes aussi des étudiants en journalisme et c'est très intéressant. Merci beaucoup Aïda de ce que vous avez dit. D'ailleurs, je voulais vous remercier, c'est très pertinent, vraiment un discours extrêmement pertinent. Et en fait, pour vous dire que oui, bien évidemment, ça fait chaud au corps d'avoir Times et chaque, comme on a dit, un mouvement, plus un mouvement, plus un mouvement. Voilà, tout le monde est avec nous et on est vraiment content. Donc, il ne faut pas être rabat-joie. Je ne veux pas faire partie de ces gens-là. Je pense que chaque mouvement, même quand ça fait ce que j'appelle activisme jaune, ce n'est pas grave en fait. Hein. Ça fait du bien. Néanmoins, il faudrait quand même rester vigilant, notamment pour vous qui êtes en fait les étudiants en journalisme, juste pour vous montrer en fait ces images que j'étais en train de vous montrer, pour vous dire, vous voyez ça, ce sont les images en fait actuelles des manifestations en Iran. Vous voyez, ce sont ces images-là qui sortent et après, Times en fait ça. C'est-à-dire en fait quelque chose d'extrêmement esthétisé, extrêmement en fait qui relève du fantasme occidental finalement, de ce qu'on peut superposer sur une révolution qui n'est pas les leurs finalement. Donc il faut être vigilant quand on est étudiant en journalisme ou journaliste. Donc ça fait chaud au corps, c'est très bien d'être Heroes of the Year, c'est génial, la photo elle est super jolie, mais en fait ce n'est pas l'image de la révolution actuelle iranienne. L'image de la révolution actuelle iranienne, elle est pluraliste, elle est plurielle. Et il y a des hommes aussi, même si j'ai dit que c'est un mouvement de femmes, mais il y a aussi des hommes. Il y a énormément de femmes et de jeunes voilés. Et ça, en fait, moi, j'y tiens. Je pense qu'il faudrait garder la pluralité du mouvement et ne pas rester sur nos modèles de fantasme occidental que nous avons. Et ça, je pense que c'est très important de le réfléchir et de voir toutes les images que vous voyez ici sur les couvertures, etc. Est-ce qu'ils sont vraiment les images réelles? Est-ce qu'ils sont vraiment représentatives? Est-ce que ces images sont vraiment représentatives de mouvement? Pour moi, cette image de la couverture n'est vraiment pas représentative du mouvement actuel, de cette révolution iranienne. Néanmoins, je suis extrêmement contente de la voir, hein, comme ça fait parler de l'Iran, mais ce n'est pas ça. C'est ça, en fait, l'image de la révolution iranienne aujourd'hui, c'est ça. Donc, c'est sur ça que je voulais aussi terminer. Merci beaucoup, Wassal, pour ces dernières précisions. C'était très, très intéressant. Malheureusement, on n'a qu'une heure, c'est très court, trop court, je pense, pour aborder toutes les problématiques, mais on va devoir rendre l'antenne, comme on dit. Peut-être, Luciana, si vous avez un dernier mot. Merci beaucoup, tout le monde. Thank you very much, Adèle. Thank you. Non, merci à vous tous. Merci, Iliana, merci, Mathieu, merci, chers intervenants et participants. Il faut continuer, il faut qu'on refasse ce type de table ronde. Et voilà, je vois Iliana qui acquiesce et merci encore une fois à tous. Écrivons nos lettres à l'Iran. Il y a un hashtag qui va être lancé, lettres à l'Iran. Écrivons tous, faisons tous ce qu'on peut faire, comme vous l'avez tous si bien dit. Merci beaucoup.